Après les longues années d'efforts, après les épreuves de la Grande Guerre, où tombèrent d'innombrables jeunes Auvergnats de Paris pleins d'avenir, l'entre-deux-guerres fut pour notre colonie une période de grand succès. Elle connut en quelque sorte la puissance et la gloire. Une nouvelle vague d'émigration, attirée par les compatriotes déjà solidement établis, fut très importante, aggravant dangereusement la dépopulation du Massif central après la saignée de la guerre. Les nouveaux émigrants se joignirent aux anciens et à leurs descendants, maintenant fort nombreux, qui, pour la plupart, avaient conservé fermement leur conscience auvergnate. Les liens avec l'Auvergne s'étaient renforcés, grâce précisément à l'ensemble du mouvement auvergnat, à l'Auvergnat de Paris, qui donnait maintenant des nouvelles de toutes les communes, au train bonnet, et bientôt, pour les plus aisés, à l'automobile. Dans les professions, l'ascension des Auvergnats continuait. Les cafés, de plus en plus nombreux et de plus en plus grands, étaient désormais entre leurs mains. Les bureaux de tabac, presque tous compatriotes, avaient pignon sur rue à tous les carrefours de la capitale. La colonie auvergnate était omniprésente dans tous les quartiers de Paris et dans toutes les communes de banlieue. Les luttes pour la défense professionnelle des Auvergnats restaient vives et mobilisaient l'ensemble du mouvement. Le blocage des prix brimait les commerçants. La propriété commerciale s'imposait définitivement, non sans contestation. Bientôt, avec la crise de 1929, allait s'ouvrir la longue querelle de la révision des billets de fonds qui opposa à un moment vendeurs et acquéreurs de fonds de commerce. Le degré d'organisation était impressionnant. Outre l'Auvergnat de Paris, dirigé par Louis Bonnet, deuxième du nom, la Ligue auvergnate était une puissance avec laquelle tous comptaient. Le cadre du Salon des familles, devenu trop exigu, dut être abandonné aux simples amicales au profit du parc des expositions à la porte de Versailles. La Nuit Arverne, fête annuelle de la Ligue en décembre, était marquée depuis 1923 par la prestigieuse élection de la Pastourelle et de ses 6 demoiselles d'honneur. L'accordéon, d'origine italienne, et l'ancestrale cabrette, longtemps rivaux, étaient désormais indéfectiblement unis. Un remarquable animateur, Martin Caïla, entraînait des centaines de musiciens qui jouaient des airs anciens, nouveaux et rénovés, unissant dans un même répertoire les danses auvergnates traditionnelles et les danses de salon du XIXe siècle. L'ensemble constituait désormais le folklore auvergnat, qui sera plus tard réexporté de Paris vers l'Auvergne, où les traditions, comme partout, s'étaient beaucoup perdues. En 1925, la Ligue auvergnate créa le groupe Labouré, avec le compositeur Joseph Canteloube, dans la voie déjà ouverte avant la guerre par la solidarité avéronaise. À la fois chorale et corps de ballet, avec plusieurs centaines de participants, Labouré connaîtra une gloire méritée et son œuvre aura un grand retentissement. Quant aux questions culturelles auvergnates, depuis la disparition de la soupe aux choux,
elles étaient traitées à la veillée d'Auvergne, qu'animait notamment l'écrivain et poète Gandilon Gendarme. Les sportifs avaient, depuis 1921, à leur disposition l'Union sportive du Massif central. En 1932, lors du cinquantenaire de l'œuvre de Louis Bonnet, la colonie auvergnate put mesurer orgueilleusement le chemin parcouru. Un Auvergnat, Paul Doumer, était président de la République. Un autre, Pierre Laval, était président du Conseil. Jean de Castellane présidait le conseil municipal de la capitale et le cardinal Verdier était archevêque de Paris. Chaque mois, un déjeuner auvergnat réunissait les principales notabilités anciennes et nouvelles de la colonie. Mais surtout, le réseau des amicales atteignait une densité inouïe. Chaque canton, parfois chaque commune du Massif central, avait la sienne à Paris. Et leur activité était considérable. Aucune colonie provinciale dans la capitale n'approchait, même de loin, le dynamisme multiforme des Auvergnats. En 1933, ils administrèrent une preuve éclatante de leur puissance en mettant à genoux l'un des plus grands journaux parisiens, Paris Soir, qui avait calomnié un modeste bougna du 18e arrondissement, Thiolas, dans une triste affaire où se manifesta une fois de plus la fragilité du témoignage enfantin. Ayant perdu 100 000 lecteurs en quelques jours, le célèbre quotidien du soir dut capituler.